Novembre 1944, dans l'Arctique. Le plus grand vaisseau de la flotte allemande, le Tirpitz, est attaqué. Feu Anton! Feu Bruno! 28 bombardiers alliés larguent 6 tonnes de bombes. Les 1700 hommes à bord comptent sur le blindage de ce gigantesque cuirassé pour leur sauver la vie. Les vestiges du combat sont encore visibles dans ce fjord norvégien. Ça, c'est un sacré bout de métal. Ça doit venir du Tirpitz. C'est fabuleux de pouvoir encore le toucher. Ce sont les vestiges d'un navire disparu. La preuve tangible que cette bête mythique a existé. C'est fantastique. L'archéologue Tony Pollard explore le site du naufrage du Tirpitz. Pour la première fois, des caméras de télévision vont filmer ce qu'il reste du méga-navire d'Hitler. L'épave du Tirpitz est toujours au fond de ce fjord. C'était le dernier méga-navire d'Hitler. Même isolé du reste de la flotte, il constituait une menace importante pour les Britanniques. La Royal Navy en avait fait son objectif numéro 1. La neutraliser était leur priorité absolue. L'histoire des méga-navires d'Hitler commence plus de 4 ans avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. En 1935, le parti nazi est en pleine ascension en Allemagne et Hitler rêve de dominer le monde. Il veut renforcer ses armées et il sait que la marine est son talon d'Achille. La flotte d'Hitler est loin d'égaler celle de ses rivaux européens. La faiblesse de la flotte allemande est une conséquence du traité de Versailles de 1919. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne est privée de pratiquement tous ses droits militaires, l'idée étant qu'elle ne puisse pas se réarmer. Bien sûr, quand Hitler arrive au pouvoir en 1933, il rompt ce traité. Et les Alliés ne peuvent pas y faire grand-chose. Hitler veut bâtir une flotte digne de représenter la puissance du Troisième Reich. Mais cette tâche s'annonce herculéenne. Les compétences navales d'Hitler sont en fait très limitées. Il se considère comme un grand stratège, mais sa formation militaire se limite à son expérience de la Première Guerre mondiale, où il a fini avec le grade de caporal. La marine, ce n'est pas un sujet qu'il maîtrise. Hitler se tourne alors vers l'amiral Erich Raeder, un spécialiste de la stratégie navale qu'il charge de révolutionner la flotte allemande. Montrez-moi l'avancée de votre projet. Raeder imagine que les prochains conflits seront très semblables à ceux qu'il a vécu pendant la Première Guerre mondiale. Des bâtiments toujours plus puissants, plus robustes et plus nombreux qui s'affrontent en surface à grand renfort de tirs d'artillerie. Celui qui coule, l'autre l'emporte. C'est pas plus compliqué que ça. La stratégie de Raeder exige les navires de guerre les plus puissants jamais conçus. Il dévoile les premiers plans de sa flotte. 2 énormes cuirassés, le Bismarck et le Tirpitz. Ces 2 cuirassés devront faire 50 000 tonnes chacun. C'est impératif. La menace de ces navires devrait suffire à tenir les Britanniques à distance. Enfin, si besoin était. Le Tirpitz et le Bismarck, les 2 énormes cuirassés que les Allemands ont construits dans les années 30, sont sans équivalent chez les Britanniques ou les Français. Le Bismarck et le Tirpitz sont si imposants que peu de chantiers navals disposent d'infrastructures suffisantes pour les construire. L'un d'eux est Blom-et-Voss, à Hambourg. Mike Pavelek, spécialiste du génie militaire, explore ce site toujours en activité.
Aujourd'hui, elle est complètement recouverte. Mais c'est bien là que se trouvait la cale sèche numéro 9, sur laquelle Blohm et Voss a construit le Bismarck. Imaginez une cale sèche en pente, qui allait d'ici jusqu'à la jetée, soit environ 300 mètres. C'est là qu'ils ont posé la quille en 1936. C'est incroyable de se dire que le Bismarck a été construit ici même. Il faut imaginer une forêt de poutres d'acier et de grues alignées le long de la cale sèche. Elle servait d'échafaudage pour apporter les éléments de construction, comme un grand hangar à ciel ouvert. Les deux navires doivent faire plus de 240 mètres de long, près de 37 mètres de large, et la hauteur d'un immeuble de 18 étages. On peut encore voir des vestiges du chantier de construction. C'est une pièce incroyable. C'est une plaque du blindage extérieur de la coque du Bismarck, censée protéger les zones vulnérables du navire. Et voilà ce qu'il en reste. Cette pièce a été retrouvée après la guerre. C'est une énorme masse d'acier. Le blindage du Bismarck est conçu pour résister à une charge explosive de 250 kg de TNT. C'est le cuirassé doté du blindage le plus efficace que le monde ait jamais connu. Les ingénieurs allemands n'ont pas failli à leur réputation. Ces navires sont des chefs-d'œuvre de sophistication. L'amiral Raeder veut que ces navires soient insubmersibles. Ces ingénieurs commencent par concevoir une double coque. La double coque, c'est une couche de métal à l'extérieur et une autre couche de métal à l'intérieur. Quand la coque extérieure subit des dégâts, la coque intérieure reste intacte. Pour résister aux torpilles, aux tirs d'artillerie et aux bombardements, 22 compartiments étanches sont créés pour limiter les éventuelles voies d'eau. Les compartiments étanches permettent de subir des dégâts sans que l'eau n'envahisse le navire. La section endommagée est isolée du reste de la coque. Le navire reste à flot et l'armement reste opérationnel. En février 1939, la première coque est terminée et le navire peut être mis à l'eau. Hitler l'inaugure en grande pompe. « 60 000 spectateurs assistent au baptême du premier méga-navire d'Hitler. Mit diesem heißen Wunsch begrüßt das deutsche Volk sein neues Schlachtschiff Bismarck. Auf Befehl des Führers und Reichskanzlers taufe ich dich auf den Namen Bismarck. Pour Hitler, le Bismarck est avant tout une question de prestige. C'est une manière de dire « j'ai le plus grand cuirassé du monde ». À peine 6 semaines après le Bismarck, Hitler lance son deuxième méga-navire, le Tirpitz. Taufe ich dich auf den Namen Tirpitz. Pour Hitler, le Bismarck et le Tirpitz sont le reflet de son propre prestige. Ils sont énormes, puissants, dangereux. Ils sont terrifiants. C'est une véritable démonstration de pouvoir et d'autorité. Les deux nouveaux cuirassés d'Hitler peuvent prendre la mer. Bientôt, ils seront parés au combat. Hitler se réjouit des progrès de sa nouvelle stratégie navale. Mais le Bismarck et le Tirpitz ne sont que les prémices du plan de Raeder pour la marine allemande. Un projet à grande échelle baptisé Plan Z. Le plan Z consistait à décupler les moyens militaires de la marine allemande. Raeder rêvait d'une flotte de combat qui serait capable de dominer le monde. Le plan Z prévoyait la construction de cuirassés plus grands et plus sophistiqués que le Bismarck et le Tirpitz. À commencer par le H-39, près de 60 000 tonnes, 265 mètres de long et des canons encore plus puissants. Puis vient le H-42, avec plus de 90 000 tonnes
et plus de 300 mètres de long. Et le dernier est le H-44. Il est absolument gigantesque. 155 000 tonnes, 400 mètres de long. Il est doté de canons de 508 mm de diamètre. Pour vous donner une idée, le plus gros canon d'artillerie utilisé par les Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale faisait 210 mm. On est dans la démesure absolue. Le coût total du projet est estimé à plus de 33 milliards de Reichsmark. Le prix à payer pour disposer de la flotte la plus puissante au monde. L'Allemagne veut devenir la plus grande puissance du monde. Il lui faut non seulement les plus grandes constructions, mais aussi les plus grands cuirassés pour symboliser sa toute-puissance. Mais même les plus grands chantiers navals d'Allemagne ne peuvent accueillir des vaisseaux de cette taille. C'est la plus grande cale sèche que j'ai jamais vue. Les Allemands construisent l'Elbe 17 tout près du chantier du Bismarck, à Hambourg. L'une des plus grandes cales sèches jamais construites à ce jour. Elle fait 350 mètres de long, 60 mètres de large et 14,50 mètres de profondeur. Le navire derrière moi vous donne une idée de la taille des cuirassés qu'Hitler voulait construire. Hitler accorde à Raeder des crédits illimités pour accélérer son développement naval, mais à une condition. Il veut ces méga-navires au plus vite. Ils ne seront pas prêts avant 1948. Je ne peux pas aller plus vite, mein Führer. Non, ce n'est pas suffisant, amiral. Je les veux pour 1944. Si je peux bâtir le Troisième Reich en 6 ans, alors la marine doit pouvoir construire 6 bateaux en 6 ans. La cause de l'empressement d'Hitler devient bientôt évidente. En septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. La réaction des Alliés est immédiate. Les plans de Raeder se retrouvent compromis. La Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Le déclenchement soudain de la Deuxième Guerre mondiale bouleverse les projets de réarmement de la marine. On interrompt le plan Z parce que l'objectif prioritaire, c'est la défaite de la France et que ça concerne les forces terrestres et l'aviation, pas la marine. Avec le plan Z au point mort, la priorité de Raeder est de lancer le Bismarck et le Tirpitz dans la bataille. Ces cuirassés ont besoin de gros canons. Si les Britanniques ont des canons de 38 cm, alors le Bismarck aussi. Nos navires doivent surpasser les leurs en tout point. Hitler veut de plus gros canons pour une raison très simple. Ils permettent d'augmenter la portée de tir et d'atteindre l'ennemi sans s'exposer. Si l'ennemi tire des obus à 18 km et que vous tirez les vôtres à 20 km, vous avez une zone de 2 km pour attaquer en étant intouchable. À l'été 1940, les campagnes terrestres d'Hitler sont victorieuses. L'Allemagne nazie contrôle la majeure partie de l'Europe occidentale. C'est une bonne nouvelle pour Raeder. 10 mois après avoir été interrompu, le plan Z est relancé. L'Allemagne n'a plus qu'un ennemi à vaincre en Europe occidentale, c'est la Grande-Bretagne. Et puisque la Grande-Bretagne est une grande puissance navale, Raeder tient l'occasion de renouer avec son plan Z pour bâtir une flotte capable de conduire les Britanniques à la défaite. Avec plus de 80 cuirassés et 500 U-boats, nous serions en mesure de vaincre n'importe quelle flotte. L'Amérique, la Grande-Bretagne, le Japon. On ne parle plus de 8 porte-avions, mais de 20. On parle de 80 cuirassés. Rien ne les arrête. Ils y croient, ils sont exaltés. Ils sont comme des enfants dans un magasin de jouets. Le plan Z est relancé et le premier méga-navire d'Hitler est prêt à prendre la mer.
La bataille pour le contrôle de l'Atlantique est lancée. Le Bismarck est enfin prêt. C'est le plus grand cuirassé au monde. Il a une puissance de feu phénoménale. Les Allemands sont confiants. Ils sont persuadés que sa présence aura un impact décisif. Le 18 mai 1941, le Bismarck effectue sa première sortie sous le commandement de l'amiral Lutyens. Sous le nom de code « Exercice du Rhin », sa mission est d'attaquer les convois qui traversent l'Atlantique pour approvisionner les Britanniques en matériel. Quand le Bismarck prend la mer, les Britanniques sont résolus à le couler coûte que coûte. Pas seulement parce qu'il redoute sa force de frappe, mais surtout parce qu'il serait le plus prestigieux des trophées de chasse. Le Bismarck est rapidement pris en chasse par les navires de la Royal Navy, emmenés par le HMS Hood, la fierté de la flotte britannique. Le Bismarck et le Hood échangent des tirs nourris. Ces images filmées par les Allemands montrent les canons de 38 cm du Bismarck pilonnant le Hood à près de 16 km de distance. Le Hood est coulé par un tir d'obus. Le croiseur Hood est peut-être le navire le plus emblématique de la Royal Navy, plus encore que les cuirassés ou les porte-avions. C'est le navire que tout le monde connaît en Grande-Bretagne. Le fait qu'il ait suffi d'un seul obus pour le couler, c'est un revers terrible pour les Britanniques et un coup de maître pour Raeder. Mais le Bismarck est endommagé lui aussi. Tous les navires de la flotte britannique se lancent à sa poursuite, bien décidés à se venger. Au bout de 2 jours, des bombardiers du porte-avions britannique Ark Royal interceptent le cuirassé allemand. Ils larguent des torpilles de 45 cm et de 725 kg. L'une d'elles fait mouche. La torpille atteint le Bismarck sur son talon d'Achille. Elle explose au niveau de la salle du gouvernail, à l'arrière du bâtiment. L'eau s'infiltre et le gouvernail se bloque. Le géant des mers est condamné. En Allemagne, Raeder apprend que le Bismarck est perdu et que Lutyens ordonne à ses hommes de se battre jusqu'au bout. Envoyez un message à l'amiral Lutyens. Toutes nos pensées vont vers vous et votre navire. Puissiez-vous remporter la victoire dans ce combat désespéré. Face à la défaite inéluctable du Bismarck, la meilleure option pour Raeder était que le vaisseau coule. C'était la seule issue possible. Il ne fallait pas que le cuirassé tombe aux mains de l'ennemi. Le 27 mai 1941, après 2 heures de bombardement acharné, le plus grand cuirassé d'Hitler est coulé dès sa première sortie. Près de 2000 marins y laissent la vie. Pour Hitler, l'humiliation est cinglante. Raeder, en tant que chef de la marine, est tenu pour responsable. À quoi nous sert le Bismarck s'il est au fond de l'océan? À quoi bon avoir un vaisseau amiral comme celui-là? Dites-moi un peu. À quoi bon? Expliquez-moi. Nous ne gagnerons cette guerre qu'en étant audacieux, Mein Führer. Audacieux, vous dites? À qui croyez-vous parler? Hitler ne croit plus en Raeder ni au plan Z. Les navires de classe H sont annulés et le matériel est assigné à la construction des U-boats.
Mais Hitler a encore un méga navire à sa disposition. Il ordonne aux Tirpitz de prendre position dans un secteur stratégique, la Norvège. Les Allemands considèrent la Norvège comme un point stratégique pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une cible possible pour un débarquement allié. C'est pour ça que le mur de l'Atlantique s'étend du nord de la Norvège jusqu'à la côte espagnole. Mais le pays est aussi très proche du passage des convois de ravitaillement vers la Russie, escortés par des navires de la Royal Navy. S'ils veulent attaquer ces convois, les Allemands doivent prendre position en Norvège. Rapidement, les plans d'Hitler pour le Tirpitz portent leurs fruits. Le Tirpitz n'avait pas besoin de quitter le port pour poser problème à la Royal Navy. Sa simple présence incitait les Britanniques à renforcer les escortes des convois, ce qui accaparait beaucoup de leurs navires. Hitler s'en satisfait. Il ne tient pas à attaquer les Alliés, car sa flotte ne peut pas se permettre de nouvelles pertes. Mais le jour de la Saint-Sylvestre 1942, en dépit des ordres d'Hitler, un navire allemand attaque un convoi au large de la Norvège. Hitler est furieux. Ses hommes ont désobéi. Notre flotte ne joue pas son rôle dans cette guerre. Elle ne sert à rien. Alors que notre armée est engagée sur tous les fronts. La marine manque d'hommes déterminés à se battre. Envoyer des navires de combat, attaquer des convois commerciaux était contraire à mes ordres. Mes ordres, amiral! Ce que je veux, c'est qu'on démantèle ces navires et qu'on affecte leurs canons et leurs équipages à la défense des côtes en Norvège. Me suis-je bien fait comprendre? La décision d'Hitler assène le coup de grâce à Raeder. Humilié par l'abandon du plan Z et le démantèlement de ses navires, il démissionne. Ces navires sont mis en pièces et leurs canons viennent renforcer le mur de l'Atlantique. À une exception près, le Tirpitz. Hitler a des projets pour son précieux cuirassé. En mars 1943, il l'envoie plus au nord, se tapir dans un fjord de l'Arctique. Le Tirpitz est resté au mouillage pendant 18 mois à Kafjord, juste derrière moi. C'est un vaisseau immense. Il lui faut énormément de carburant pour se déplacer. Or, le carburant est devenu une denrée rare qu'il faut économiser. Un nouvel équipage est affecté au cuirassé. Parmi les 2500 hommes qui le composent, se trouve un jeune lieutenant de 18 ans, Willibald Bolsing. Cet officier d'artillerie, tout juste sorti de formation, est chargé de veiller à la protection du navire. À Kafjord, le Tirpitz est tapi comme un animal à l'affût de ses prédateurs. Et ils ne se feront pas attendre. À l'été 1944, après la libération de Leningrad et le débarquement en Normandie, la victoire semble acquise aux Alliés. L'équipage du Tirpitz sent poindre la menace. Plus que jamais, ils sont dans la ligne de mire des Britanniques. Pour Churchill, le Tirpitz a une importance toute particulière. Il le surnomme la bête. Il ne s'agit pas seulement de neutraliser une arme dangereuse, mais de remporter une immense victoire psychologique. Comme le Bismarck, le Tirpitz doit être coulé, coûte que coûte. Le Tirpitz est si bien défendu que le meilleur moyen de l'attaquer est par les airs. Mais les nazis ont développé une tactique de défense révolutionnaire. Regardez, c'est incroyable. On se croirait sur un campement préhistorique. Ce sont les bases des générateurs de fumée. Et ça, ce sont les bonbonnes qui contenaient le propergol. La poudre blanche se consume à l'intérieur
ce qui produit d'épais nuages de fumée blanche. L'idée, c'est de remplir le fjord de cette fumée pour que le navire ne soit pas repéré par les bombardiers ennemis. Ces générateurs étaient capables de remplir cet espace absolument gigantesque en moins de 10 minutes. Mais il y a un problème. C'est très ingénieux d'utiliser des générateurs de fumée pour se rendre invisible aux yeux de l'ennemi. Mais évidemment, le problème, c'est que vous ne voyez pas l'ennemi non plus. Pour ne pas être aveuglés par leur propre fumée, les Allemands exploitent le relief accidenté du fjord. Les Allemands ont placé des canons anti-aériens sur les falaises, au-dessus de la fumée, de manière à voir arriver les avions ennemis. En voilà un. C'est assez rudimentaire. Un muret circulaire construit avec des pierres trouvées sur place, et sur le dessus, on peut voir qu'il y a du béton. Les canons sont montés dessus. Et là, regardez. On peut voir une encoche qui devait servir au système de fixation. Ils sont idéalement situés. On a une vue incroyable dans cette direction et dans cette direction aussi. On peut voir arriver des bombardiers à des kilomètres. Et il y en a plusieurs comme ça. Il y en a un ici, un autre là, et un plus loin par là. Ça fait comme une petite forteresse. Ici, les Allemands sont parfaitement armés pour défendre le navire. En septembre 1944, 2 escadrons de Lancaster, avec parmi eux les briseurs de barrage, célèbres pour leur raid légendaire sur l'Allemagne un an plus tôt, décollent d'une base d'approvisionnement du nord-ouest de la Russie. 21 avions sont équipés d'une toute nouvelle arme. La Tallboy était une bombe conçue par les Britanniques pour perforer les bunkers en béton armé ou le blindage des cuirassés. Une fois larguée, elle fonçait vers le sol à une vitesse quasi supersonique. Une bombe de 5 tonnes et demie, absolument dévastatrice. C'était l'arme idéale pour attaquer le Tirpitz. Ça alors? On ne peut pas se tromper. C'est forcément un cratère de bombe. C'est dingue. Je suis impressionné par sa taille. On peut voir que la bombe a plongé dans la montagne et qu'elle a projeté ces énormes morceaux de roche. Wow. Oh. C'est un fragment de bombe. Et c'est de loin le plus gros fragment de bombe que j'ai jamais vu. C'est incroyable. Regardez la taille qu'il fait. C'est de l'acier. Il est coincé sous la roche. Regardez comme c'est épais. L'épaisseur correspond à la longueur de mon doigt. C'est un fragment de Tallboy. C'est la preuve que ce cratère a été formé par un Tallboy, et les Tallboys n'ont été largués qu'une seule fois ici. C'était pendant l'opération Paravane, le 15 septembre 1944. C'est incroyable. Sur le Tirpitz, les sirènes annoncent l'arrivée des bombardiers. Le jeune officier Willibald Bolsing a relaté ces instants dans ses mémoires. On nous a annoncé que 25 bombardiers Lancaster se dirigeaient droit sur nous. On a armé les canons de 38 et on a attendu qu'ils soient à notre portée. Feu Anton! Feu Bruno! La fumée des générateurs remplit le fjord et commence à recouvrir le navire. Depuis le pont du Tirpitz, les canons crachent un déluge de feu. La première vague de Lancaster largue ses bombes.
L'un des 16 tallboys largués frappe le Tirpitz de plein fouet. Willibald Volsing se souvient du choc de l'impact. La bombe a transpercé tout l'avant du navire. Mais il flottait toujours. Imaginez les dégâts que ça a pu causer. La bombe a transpercé du pont supérieur jusqu'au fond de cale. Elle a laissé un trou de 12 mètres de large dans la coque. Il y a des voies d'eau, des cadavres partout. Le navire est salement endommagé, mais il ne coule pas. Quel genre de navire peut survivre à une bombe capable de faire ça? C'est stupéfiant. Le cuirassé flotte encore grâce au talent de ses concepteurs. Les compartiments étanches et la double coque l'empêchent de couler. Mais à l'intérieur, les dégâts sont catastrophiques. Les dégâts sont irréparables. Il n'est plus en état de naviguer. Ce n'est plus qu'une plateforme flottante pour canons coincée dans un fjord. Mais les Britanniques ignorent que le Tirpitz est neutralisé. Pour eux, il représente toujours une menace. Alors les Allemands vont le maintenir à flot. Les ingénieurs rebouchent le trou dans la coque. Mais face à la progression des Alliés, le Tirpitz doit mettre le cap au sud pour protéger le port stratégique de Tromsø. Pour protéger le cuirassé, les Allemands construisent un banc de sable sous la coque du navire, de manière à ce qu'il ne puisse pas couler en cas de bombardement. Au final, le Tirpitz devient partie intégrante du mur de l'Atlantique. Les Allemands pensent avoir rendu le Tirpitz insubmersible, mais ils se trompent. Il se trouve maintenant à portée des bombardiers de la RAF basés en Écosse. Et le cuirassé nazi est toujours leur cible prioritaire. Bien déterminés à finir ce qu'ils ont commencé, les escadrons britanniques décollent à l'assaut du Tirpitz. En Norvège, les bombardiers ont été détectés et l'équipage du Tirpitz s'apprête à riposter. Tout le monde était à son poste quand les bombardiers sont arrivés au-dessus de nous. Mais il y avait un problème avec le système de mise à feu automatique. Les canons ne suivaient pas la trajectoire des avions. On tirait à côté. On n'en a pas abattu un seul. Ces images ont été tournées pendant l'attaque contre le Tirpitz. La toute première tallboy atteint sa cible. L'explosion ébranle le navire. En 90 secondes, 9 bombes de 5 tonnes et demie s'abattent sur le navire ou à proximité. À bord, c'était le chaos total. Ça explosait de tous les côtés. Les ondes de choc provoquées par les explosions dans le fjord font basculer le Tirpitz sur le flanc et le délogent de son banc de sable. L'eau pénètre à l'intérieur et le Tirpitz chavire avec 1700 hommes à bord. Le lieutenant Volsing et plusieurs centaines de marins se retrouvent piégés à l'intérieur. Nous sommes exactement à l'endroit où le Tirpitz a chaviré en 1944. Si on avait été là il y a 70 ans, on aurait vu sa coque immense couchée sur le flanc comme une baleine géante. Donc tout ce qu'on voit là, ça vient du navire. Oui. Sur toute cette zone. Il a chaviré sur le côté et il s'est renversé sur le dos. Donc toutes les structures verticales se sont retrouvées... Elles se sont enfoncées dans le sol. Plantées dans le sable. Malgré une opération de repêchage dans les années 50, près de 20% du Tirpitz repose toujours au fond du fjord. Pour la première fois, des caméras de télévision vont filmer ce qu'il reste du plus grand cuirassé d'Hitler.
Cette équipe de plongeurs aguerris s'est spécialisée dans l'exploration des épaves. Aujourd'hui, rien de ce qui reste du Tirpitz ne sera remonté à la surface. Incroyable. Tous ces morceaux d'épave, c'est incroyable. C'est comme si un géant l'avait attrapé et l'avait secoué comme ça, et que tout était tombé au fond du fjord. Quel spectacle incroyable. Il y a énormément de choses, et la visibilité est plutôt bonne. Ça, c'est le canon anti-aérien de 20 mm. On voit des obus avec leurs détonateurs. Incroyable. C'est la pointe d'un obus qu'on tirait avec les canons du navire. Des canons de 38 cm en l'occurrence, avec une portée de 30 à 50 km. Des armes incroyables. Il y en avait 8 à bord. Voilà la cordite. Ce sont des bâtonnets de cordite, les explosifs contenus dans les obus. Ils ont souvent cette forme, on dirait de gros spaghettis. Je suis sûr que si on les sortait de l'eau et qu'on essayait de les allumer, ils s'enflammeraient. En 1944, pour Volsing et les autres survivants, la situation est critique. On se cramponnait à tout ce qu'on pouvait pour rester au-dessus de l'eau glacée. Elle s'infiltrait par tous les trous. On s'est rapidement retrouvé avec de l'eau jusqu'à la taille. On savait qu'on avait peu de chances d'en réchapper. La coque et son épais blindage d'acier qui rendait le Tirpitz inexpugnable se sont transformés en pièges pour les survivants. 30 minutes après le chavirage, seule la coque retournée du Tirpitz est encore visible à la surface du fjord. Et la marée monte. Ça ne sert à rien. On ne peut pas sortir. On a tout essayé. Des hommes sont piégés à l'intérieur du navire. Tout de suite, on lance une grande opération de sauvetage. On inspecte la coque avec des torches pour trouver des ouvertures. Les survivants frappent le métal pour se signaler. Je ne pensais pas qu'on trouverait autant de choses. C'est comme ça à perte de vue. À perte de vue. Le Tirpitz contenait près de 4,5 tonnes de câbles, de tuyaux et d'instruments. La plupart ont été abandonnés lors de l'opération de repêchage. Ils gisent au fond du fjord, aux côtés d'immenses plaques de blindage. C'est une plaque de blindage qui a été découpée dans l'opération de sauvetage et laissée sur place. Regardez l'épaisseur de ces plaques d'acier. Couper le blindage était le seul moyen de porter secours aux centaines d'hommes piégés à l'intérieur. Hé! On est là! Vous nous entendez? Au secours! Ils tentaient par tous les moyens de signaler leur présence. Ils appelaient et ils frappaient la coque du navire. Sur les 1700 membres d'équipage du Tirpitz, près d'1 millier meurent. Je viens de trouver un livre. C'est extraordinaire. C'est incroyable. On peut même lire ce qui est écrit. C'est comme s'il était là depuis 2 jours. Je lis le mot « guerre ». Guerre? C'est pas surprenant. Je viens de trouver quelque chose qui ressemble à un morceau de ceinture ou à une médaille. Ah non, c'est un bouton. Je le vois. C'est fantastique.
D'accord, reposez-le, on va le laisser là. C'est très émouvant de voir des objets personnels. Ça souligne le côté humain de l'histoire. On peut facilement se focaliser sur l'aspect mécanique et la prouesse technologique que représente ce cuirassé. Mais il y a aussi un aspect humain dans toute cette histoire. Beaucoup de ces hommes ont perdu la vie à l'endroit même où nous nous trouvons. Et ça impose le respect. Cette épave doit être préservée, comme un cimetière, un mémorial. Le 12 novembre 1944, la mission de sauvetage se poursuit tard dans la nuit. Vite! L'eau monte! On est là! Dieu soit loué! Avec le lieutenant Willibald Volsing, seuls 87 marins sont retrouvés vivants. Le naufrage du Tirpitz marque la fin des ambitions navales d'Hitler. À la fin de l'année 1944, à l'ouest, les Alliés ont pris pied en Europe. À l'est, les Soviétiques font route vers Berlin. Les deux méga-navires d'Hitler, symboles de la puissance du Troisième Reich, gisent au fond des mers. L'échec des méga-navires d'Hitler tient au fait qu'ils n'étaient pas assez nombreux, qu'ils étaient isolés, sans soutien aérien. Il n'y avait pas de porte-avions. Dans cette guerre, il fallait doter les navires d'un soutien aérien. Et c'est quelque chose que les nazis ont totalement négligé. Ces navires géants appartiennent au passé, dans une guerre dominée par les avions et les sous-marins. Et ce n'est pas une coïncidence si l'aviation a joué un rôle si important dans la destruction des deux cuirassés. Après la guerre, le grand amiral Raeder est condamné à l'emprisonnement à perpétuité par le tribunal de Nuremberg pour avoir violé le traité de Versailles. Libéré pour raison de santé, il meurt en 1960. Willibald Volsing retourne à la vie civile en Allemagne. Le naufrage du Tirpitz marque la fin de l'épopée navale des nazis. Le règne des géants des mers appartient définitivement au passé.